En ce moment, à chaque début de vidéo, j'ai l'impression de vous dire tout le temps la même chose. À force, je n'ai plus de qualificatifs suffisants pour mettre les mots sur ces épisodes 9 et 10, qui m'ont réellement mis les larmes et tenu en haleine tout du long. On a eu enfin la tant attendue transformation de Yugo, l'héritage d'Oropo, et l'introduction des mécasmes qui m'a mis la chair de poule. Du coup, il va y avoir beaucoup de choses à dire, et à l'heure où je vous écris ces mots, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais c'est certain que si vous êtes fan de l'univers du Crossmos et de Wakfu tout simplement, vous allez adorer la review et analyse des épisodes de cette semaine. Comme d'habitude, vous le savez désormais, je vous invite à venir impérativement nous rejoindre sur le Discord Ankh Animation, le seul et unique point de rencontre de tous les fans de l'animation Meiji Ankama. On a passé d'ailleurs tout récemment la barre des 3000 membres, alors je compte sur vous pour nous rejoindre et nous aider à franchir de nouveaux records. Allez, j'imagine que vous trépignez d'impatience, alors voici l'analyse des épisodes 9 et 10 de cette saison 4 de Wakfu. On s'en doutait tous, on le savait, Yugo ayant été capturé, on savait que malheureusement il allait vivre un véritable calvaire comme a pu le vivre sa mère pendant des siècles. Une éternité où elle a subi l'impensable pour nourrir la faim des Necromes, au point d'en être traumatisée et complètement effrayée par la simple évocation du nom de Necrome. C'est désormais au tour de Yugo de vivre les mêmes sévices, et sincèrement, j'ai trouvé la scène effrayante. Ce sont des véritables décharges de stasis qu'il prend, des décharges qui vident son Wakfu comme s'il s'agirait de notre sang pour abreuver les Necromes assoiffés. Des tortures qui vont prendre de ce qui semble être son espérance de vie, forçant le corps de Yugo à devenir adulte, une forme avec laquelle on va découvrir sa nouvelle voix, et après des décennies à avoir connu Yugo avec sa voix d'enfant, je peux vous dire que ça m'a fait sacrément bizarre. À force d'être torturé, il perd connaissance et se retrouve dans son subconscient, où il va retrouver une vieille connaissance. Cette vieille connaissance c'est Oropo, et grâce à lui, il va y voir bien plus clair sur la situation terrible dans laquelle il se trouve. Oropo va même aider Yugo en se jouant de lui, prétextant qu'il ne peut rien faire, si ce n'est faire ce qu'il sait le mieux faire, à savoir se battre contre Oropo pour occuper son esprit. Vous l'aurez alors compris, surtout si vous jouez à beaucoup de RPG, sur ces séquences on est surtout dans une phase tutoriel où Oropo entraîne Yugo. D'ailleurs il l'écrase assez facilement au vu de l'expérience immense qu'il a pu accumuler au fil du temps. Pour que Yugo puisse parfaire son art du combat, il le fera même rencontrer le plus puissant héliotrope qui soit, Bouillon, histoire d'avoir le meilleur adversaire possible en combat et ainsi être prêt quand l'occasion se présentera. Un tuto dans lequel il va gagner ses nouveaux vêtements de la part d'Oropo en personne, expliquant le look si similaire à celui qu'on pouvait connaître d'Oropo dans la saison 3. En tout cas, ce moment dans son subconscient avec ses alter ego semble la guérir, et elle permet surtout à Yugo de faire la paix avec ses versions de lui, de faire la paix tout simplement avec lui-même. Une paix qui permet à Yugo de fusionner encore davantage avec les héliotropes, et d'avoir une chance de se libérer des chaînes de Tauros. Pendant ce temps, dans le temple héliatrope, c'est la cacophonie. Tout le monde est paniqué à cause de la disparition de Yugo. Du coup, Adamai veut récupérer les Dofus héliatropes de Killby pour aller retourner voir son frère, mais à juste titre il refuse car il sait qu'Adamai est beaucoup trop réticent à l'idée d'utiliser les Dofus. Qui plus est, lorsque Killby a demandé ne serait-ce que son Dofus pour qu'il puisse retrouver son bras, Adamai avait alors refusé, expliquant qu'à ce moment-là c'était lui le plus fort. Tant de raisons qui vont pousser Killby à se moquer de notre dragon avant de s'en aller sans dire où précisément. Ce ne sera qu'un peu plus tard qu'on comprendra le plan de Killby. Désormais, nous pouvons enfin en parler. Killby ne sait que trop bien ce qu'est Locus. Il s'agit d'un mécasme qu'il connaît bien, puisqu'il a déjà eu affaire à un de ses frères autrefois, Orgonax, un mécasme qu'il a affronté et qui a jugé Killby digne d'être le maître de son cœur, digne d'être le maître de l'Héliacube. Il veut récidiver cette fois avec Locus pour prendre contrôle de son cœur, qu'il a d'ores et déjà baptisé Héliasphère. Bon, c'est là que les choses deviennent gargantuesques comme l'avait annoncé Thoth. Au toucher du cœur de Locus, Killby contrairement à sa mère va réussir à tenir, sûrement grâce aussi Dofus d'ailleurs, mais ce qui est important c'est qu'il va être témoin d'une scène incroyable. Grâce à lui, nous découvrons le conseil des mécasmes, qui est composé de 7 mécasmes parmi lesquels on peut retrouver Orgonax, juste à la gauche de ce qui semble être le roi des mécasmes, ainsi que Locus tout à gauche. Un récit par image où nous voyons les mécasmes détruire ce qui semble être le monde des 12, ou bien plus probablement le monde d'origine des héliatropes, avant que les héliatropes ne quittent ce monde pour l'exode à travers le Crossmos. Une guerre qui se finit sur cet exode, ramenant alors les mécasmes à revenir chacun à leur place. Grâce à mon cher ami GoGcraft, qui fait de magnifiques dessins sur l'univers du Crossmos d'ailleurs, je vous glisserai son Twitter en description, grâce à lui, nous avons pris conscience d'une théorie qui pourrait être incroyable à ce sujet. Il se peut qu'au final, chaque mécasme soit le gardien d'une galaxie du Crossmos. Orgonax ayant cédé son cœur dans la galaxie où se trouvait le monde primordial des héliatropes, les mécasmes ont été alors
alors alerté et ont décidé d'éliminer cette menace. Par contre, avec la déclaration de Killby, expliquant qu'Orgonax a cédé son cœur en le jugeant digne d'en être le maître, nous pouvons alors ajouter que la deuxième guerre face aux Mechasmes est un autre mensonge de Killby, vu qu'Orgonax n'aurait alors aucune raison de les poursuivre. Ils ont été probablement anéantis dès la première guerre, où seuls quelques survivants ont pu fuir à bord du Zénith pour trouver le monde des 12. Expliquant alors bien plus logiquement comment des technologies héliotropes telles que les apps ont pu survivre jusqu'à l'ère du Wakfu. D'ailleurs au passage, tout ça rend le manga Wakfu davantage non canon sur beaucoup d'éléments. Enfin en tout cas nous voilà face à une nouvelle confrontation légendaire, Locus, l'un des 7 grands Mechasmes face à Killby armé des 6 Dofus héliotropes. Un combat à couper le souffle, où Locus semble utiliser la stasis comme bon lui semble. Il propulsera carrément Killby jusqu'à l'intérieur du temple héliotrope avec son rayon de stasis, un rayon qu'il aura beaucoup de mal à repousser. Voyant Locus arriver dans le temple, la déesse héliotrope décide de s'en aller avec ses enfants vers le royaume Sadida pour les mettre en sécurité. Elle sera suivie de Nora, Amalia, Joris et Adamaï. Est-ce que j'ai dit que le combat était à couper le souffle il y a quelques secondes? Qu'est-ce que je dois dire alors du combat contre Locus dans le temple héliotrope? Je vous l'ai dit, les qualificatifs me manquent pour vous décrire à quel point c'était un combat de zinzin. Les sons, la musique, la chorégraphie, les réactions de Killby, les attaques, tout était exceptionnel. À ce jour, c'est le meilleur combat jamais vu sur Wakfu et je pèse mes mots. Au passage, je prends 2 secondes pour remercier Monsieur Ouz pour toutes les musiques exceptionnelles de cette saison 4. J'ai déjà remercié Peach la dernière fois pour tout l'arrangement audio, mais il est bon de spécialement remercier l'homme derrière toutes ces musiques incroyables. Merci infiniment. Bon, ceci dit, je suis désolé, mais je suis obligé de dire que Waven a fait quand même une faute monumentale en incluant ce combat dans le jeu des semaines avant qu'on ne puisse le découvrir. Je le regrette sincèrement car vu mes réactions pendant ce combat, j'aurais été certainement encore plus en euphorie en réalisant que je suis vraiment en train de voir Killby qui essaye de s'emparer de nouveau du cœur d'un Mechasme. Un combat où Killby nous livre ses meilleures techniques et où sa résilience face aux assauts destructeurs de Locus auront finalement raison de sa volonté. Locus, tout comme son frère Orgonax, livrera le même verdict. Killby mérite d'avoir son cœur. Un test de force qui semble être logique, car même une fois le cœur offert à Killby, sa puissance semble être si vaste que dompter l'héliosphère est un autre combat à lui seul, où Killby mise sa vie. Sur le royaume Sadida, l'arrivée de la grande déesse a créé tout un écosystème féerique autour d'elle. Après tout, elle incarne le Wakfu, elle incarne la vie. C'est donc normal que la vie prolifère là où elle arrive. Un fait étrange va se passer lorsque nos héros vont à leur tour descendre aux côtés de la déesse héliotrope. Nora va voir apparaître un portail de stasis carré, dans lequel elle n'aura pas d'autre choix que de plonger. C'est à ce moment-là que la fameuse question qui brûlait les lèvres dernièrement obtient enfin sa réponse. Nous savons qui se cache derrière les portails du Nécromonde, et comme vous vous en doutez tous, Nora était effectivement en cause. En réalité, c'est simple. Ephraim est totalement sujet à Tauros. Il est même heureux d'avoir été assujetti, rendant alors d'après lui sa vision bien plus claire, débarrassée de tout sentiment. Ephraim c'est le bras droit de Tauros. Aussi quand ce dernier lui demande de faire un portail, Ephraim s'exécute. Pour ça il doit manipuler Nora, car désormais c'est certain, aucun frère dragon n'est capable de faire des portails héliotropes. Pour manipuler Nora et créer ces énormes portails, il doit puiser dans ses ressources de stasis qui sont bien plus vastes que je ne l'aurais imaginé. J'étais persuadé qu'il devrait recourir au pouvoir des Dofus de Tauros, mais apparemment il semble pouvoir se débrouiller tout seul. Malheureusement pour notre petite Nora, elle ne s'en est jamais doutée car elle est totalement sous le joug de son frère. Ephraim profitera même d'être dans le monde des 12 avec le corps de Nora pour aller voir sa mère pour lui dire ses 4 vérités. À ses yeux, c'est une égoïste qui fait passer son existence avant celle de ses enfants. Forcément, Ephraim en veut à sa mère car elle n'a rien tenté pour venir le sauver, alors que lui il s'est sacrifié pour qu'elle puisse sortir du Nécromonde. Son traumatisme provoque des réactions indignes d'une déesse et surtout un manque de réaction indigne d'une mère. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui commence à pas mal agacer Nora et Adamaï aussi. Après avoir dit ce qu'il pensait de la grande déesse, Ephraim réussira à ramener Nora dans le Nécromonde. Il lui rendra enfin ses esprits lorsqu'elle sera devant lui. Nora alors verra clairement pour la toute première fois son frère néchromisé devant elle, provoquant des larmes de tristesse, mais à peine aura-t-elle le plaisir de retrouver son frère que Tauros apparaîtra pour l'emprisonner. Grâce à elle, les néchromes ont enfin un pouvoir inespéré, celui de voyager à travers les mondes pour pouvoir se nourrir et transformer les peuples en néchromes. Une manière d'établir l'équité entre les peuples avec une seule envie, celle de la fin. Des révélations de Tauros, on sait désormais que ce qui a provoqué ces catastrophes, c'était l'avidité de Tauros, un souverain qui en voulait toujours plus de richesse, de pouvoir, de puissance, une avidité qui, boostée par le pouvoir des Dofus, a transformé lui et les siens en néchromes, des êtres immortels animés d'une seule envie, toujours plus de Wakfu. Nora sera alors figée sur le trône de Tauros, certainement en attendant qu'Ephraim ne l'utilise de nouveau pour créer des portails vers d'autres mondes. Donc au cas où vous aurez cru qu'elle est morte, ne vous inquiétez pas, elle a juste été mise en stase le temps qu'ils en finissent avec le monde des 12. Enfin bref, tout ça puise beaucoup dans les réserves d'Ephraim, il doit donc se nourrir de Wakfu et ça tombe bien, il y a toujours ce bon vieux Hugo dans la prison du Nécromonde qui dispose d'énormes réserves de Wakfu. Ephraim se servira alors sans culpabilité envers son frère, envers son roi s'il faut le rappeler,
Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que l'entraînement des héliotropes semble commencer à payer. Hugo, malgré les liens de stasis qui le retient, réussit à se relever pour mettre un bon crochet à Ephraim, en revêtant quelques secondes sa nouvelle tenue de combat, et tout cela uniquement grâce à son instinct. Voyant alors en Hugo un potentiel danger sous les conseils d'Ephraim, Tauros décide de le tuer, mais au tout dernier moment, Killby armé de l'héliosphère qu'il a finalement réussi à contrôler s'interpose pour sauver Hugo. Un sauvetage inattendu qui va attiser la curiosité de Tauros pour ce nouvel artefact si puissant. Killby fera alors diversion avec une salve de Wakfu avant de prendre la fuite avec Hugo dans le temple héliotrope. C'était l'affront de trop pour Tauros, il somme Ephraim de réunir les Necromes pour lancer l'assaut sur le monde des 12 grâce aux différents portails ouverts. Un assaut que nous verrons dans le grand final de la semaine prochaine. Sur le temple héliotrope, c'est un moment délicat auquel nous assistons. Killby ne tient plus debout, il semble être allé jusqu'à ses limites ultimes pour soumettre l'héliosphère et sauver Hugo. Hugo ne comprend pas pourquoi il est allé si loin pour lui, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des ennemis. Et à vrai dire, même Killby ne sait pas trop pourquoi. Mais en réalité, quand on connaît Killby, il n'y a rien de bien surprenant. Les Necromes sont la menace ultime pour lui. Lui qui ne vit que pour découvrir des nouvelles choses et de nouveaux mondes, quel intérêt aurait-il alors à vivre dans un cosmos entièrement gangréné par les Necromes? Et puis au fond, il a toujours agi en suivant cette quête de savoir. Il n'a rien contre ses frères et sœurs, bien au contraire. Je pense que sa personnalité atypique fait qu'il n'a jamais été compris. Il a toujours été perçu comme une menace car il est instable d'après eux, mais en réalité, qui ne le serait pas avec sa malédiction? Personne n'a jamais pris la peine de le comprendre. C'est assez triste à dire, mais en réalité, il n'y a que sa mère qui comprenait Killby. Elle seule était au courant de la pureté de son cœur, et la pauvre a tout essayé pour le faire comprendre à Hugo. Malgré tout, il est resté obstiné dans ses certitudes sur celui qui s'est sacrifié pour lui. Killby aime les siens, et il le dit bien à Hugo, avant d'être adversaires, ils sont surtout des frères. Il explique très vite à Hugo qu'il n'a pas pu éviter d'être consumé par l'héliosphère, qu'il va rendre l'âme dans quelques secondes, et surtout qu'il faudra qu'il trouve quelque chose pour soumettre l'héliosphère, sinon il finira dans le même état. Heureux de retrouver sa sœur dans son Dofus, son dernier espoir est qu'à son réveil, son frère ait été à la hauteur de la tâche qu'il lui a confiée, sauver le Cosmos et ainsi sauver le rêve de Killby, le rêve de pouvoir continuer à découvrir des nouvelles choses dans sa nouvelle vie. C'est désormais le frère à qui il doit tout, le seul qui l'a sauvé en lui donnant la solution pour sauver ses proches et son monde, le monde des 12. Complètement en paix avec les héliotropes, il revêtira alors sa tenue complète de roi-dieu héliotrope, le tout sous une OST complètement délirante, reprenant en partie le générique de Wakfu. Il prendra le contrôle des Dofus et vivra les mêmes galères que son frère à soumettre l'héliosphère. Mais cette fois-ci, il ne commet pas l'irréparable avec les Dofus. Au contraire, il les unit tous pour devenir comme un catalyseur capable de contrôler l'héliosphère, un Dofus fusionné implanté dans son corps, comme ceux implantés dans le corps de Tauros, mais cette fois-ci de couleur jaune pour symboliser la lumière. Hugo est désormais prêt, en paix avec lui-même, sous une forme adulte plus puissante, armé des 6 Dofus héliotropes fusionnés et de l'héliosphère. Il a désormais toutes les armes en main pour rivaliser avec Tauros, et enfin débarrasser le Cosmos de la pire des calamités qu'elle n'a jamais engendrées. Voilà pour cette review-analyse de ces épisodes 9 et 10 de cette saison 4. Si vous vivez cette saison 4 comme je suis en train de la vivre, vous devez être certainement très triste en réalité, car la semaine prochaine nous serons déjà à la fin de cette saison 4, et j'ai tellement pris de plaisir sur cette saison que je ne peux me résoudre à l'idée que ça s'arrête déjà. Même si je sais qu'il y aura une suite en webtoon, c'est absolument pas la même chose. Je veux absolument revivre ces émotions que seule l'animation peut véhiculer. Enfin bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve sur Discord pour en discuter. En attendant, il est temps pour moi de rendre le micro. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.